à tous et bienvenue à la première édition 2007 du Petit Journal culturel. Je suis Jeannette Fix. Pour commencer, voyageons un peu dans notre capsule tourisme. Oui, je suis mexicaine, oui, je suis très fière de ça. Oui, attends, que je suis avec vous. Bonjour à tous. Je suis, voici le rapport que je fais sur ma visite à l'Arc de Trône. C'est un monument emblématique qui abrite la tombe de soldat inconnu dont la flamme parraine est avivée tous les soirs. On dit, c'est vrai qu'enfin intitulé les naïvetés et faisant pipi, quel outrage! Quoi? Qu'il était mexicain? Non, monsieur, je ne suis pas mexicain. Non, je suis colombienne. Oui. Quelle honte, quelle honte! Bonjour, je me trouve dans le monument de la Révolution et au centre de la ville de Mexico. Et on va attendre pour pouvoir aller au monument de la Révolution, mais on ne peut pas passer car il y a des professeurs manifestant contre le gouvernement mexicain et on ne peut pas voir rien grâce à ça. Quoi? Ils sont en train de faire des produits oaxaquiens? Bon, d'accord. Merci. Tout refait. Dans la première tâche, j'ai commencé à avoir mal à la roche à cause de courant qui soufflait très fort. Mais malgré tout, la voix extraordinaire, j'ai pu voir tous les bâtiments. Qui sont très communs par... Attends. Alors, Je me trouve maintenant dans la tour latino-américaine, mais il y a tellement de gens qui veulent aller au haut de la tour et je pense qu'on devra faire une petite pause pour faire bien le reportage. On a démarré 1 heure pour pouvoir arriver ici, en haut de la tour. Mais on ne voit rien. La pollution couvre toute la ville de Mexique. Bah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un avion? C'est Superman? Ah! Un oiseau a arrivé de heurter la tour latino-américaine. Pauvre oiseau. Et mouvons. Et maintenant, cultivons-nous un peu à l'aide de notre capsule culture. Le matin, moi, Jean-Luc Godard, j'arrive sur le plateau. Exactement comme Jean Renoir, à qui j'emprunte très humblement ces lignes. Oui, mais une femme est une femme. J'écris les textes, si je peux avoir quelques acteurs avec moi. Brialy, Anna Karina, Belmondo. Enfin, je ne les ai pas souvent. Oui, mais une femme est une femme. Le cinéma français a joué un rôle très important dans le cours du temps depuis l'invention du cinématographe de faire lumière et l'esprit innovatif de Georges Méliès, puis Pierre-Auguste Renoir, Marcel Carnet et beaucoup d'autres jusqu'à nos jours, lorsque la France a encore une image puissante dans le monde de l'écran d'écran. Comme l'histoire de ce thème est vaste, si je vous raconte tout, ce serait une capsule trop longue. C'est pour ces raisons que je vais parler de mon réalisateur préféré, Jean-Luc Godard.
précurseur de le mouvement appelé la Nouvelle Vague, qui était caractérisé pour avoir été contre les structures du cinéma conventionnel et, en conséquence, avoir cherché la liberté d'expression, pas seulement dans le contenu des histoires, mais aussi la liberté dans l'utilisation de nouvelles techniques cinématographiques. Les thèmes de films sont aussi plus intimes et personnels parce que le cinéma a été utilisé comme une sorte de recherche de la connaissance de soi. Jean-Luc Godard est un cinéaste suisse et français, né le 3 décembre 1930 à Paris. Auteur complet de ce film, il en est fréquemment à la fois le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste et il en maîtrise le montage. Il y apparaît occasionnellement parfois dans certains petits rôles. Producteur et écrivain, il est aussi critique et théoricien du cinéma. Godard est une figure révolutionnaire et très influente grâce à ses idées existentialistes, humanistes et marxistes qu'il a couchées sur pellicule d'une manière extraordinaire. Il a défié la forme traditionnelle de faire cinéma et il a réussi. Il a été aussi l'inspiration de beaucoup d'autres cinéastes comme Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Bernardo Bertolucci et Pier Paolo Pasolini. Je vous laisse une liste de ses meilleurs travaux cinématographiques, selon moi. Je vais parler de la plus célèbre interprète francophone. Je crois que vous savez de qui je parle. C'est Edith Piaf. Elle est née le 19 décembre 1915. Elle chantait des airs populaires avec son père dans la rue. En 1930, elle chantait avec Simone Berthoud. Et dans 1935, puisqu'elle la découverte et il a choisi comme nom d'artiste la mondiale. C'est Raymond Asson et Marguerite Manot qui ont reconnu son talent. En 1936, elle enregistre son premier disque qui s'appelle Les mots de la gauche. Elle reprend contact avec Raymond Asson et il devient son mentor. Edith Piaf débute sa carrière à l'ABC, qui c'est la plus prestigieuse musique hall parisienne. Là, elle devient une immense vedette de la chanson française. Et ses chansons sont diffusées à la radio. Les plus connues sont La vie en rose, je ne fais rien. La foule, Milord, les hymnes à l'amour et non le génère. Il a passé 50 ans de sa mort et elle est encore admirée par plusieurs personnes. Jean-Baptiste Bouqueline, un homme qui a changé l'histoire de théâtre et comédie française, mais peut-être plus connu par le nom de Molière, a né à Paris en 1628 et est mort en 1673. Il était un acteur, producteur, écrivain et un manager financier de théâtre. Il usait le théâtre avec sa femme, Armande de Georges. Il est très connu par les pièces qui mélangent les satiriques, les comédies, les pathétiques et aussi ceux qui font des critiques sociales. Et incroyablement, il est considéré comme la version française de Shakespeare. Certains considèrent que Molière était le précurseur des idées libérales et féministes par ses pieds de critique sociale comme son comédie plus connue, L'école des femmes, qui a provoqué un choc social dans la morale traditionnelle. Il a dit que si vous voulez réduire le désespoir, il vous avertit qu'une femme en cet état soit capable de tout. Alors, dans cette époque, il y avait une grande discrimination sociale et les femmes ne soient pas respectées. Alors,
avec des satiriques et des comédies, Molière a montré à le monde de nouvelles idées révolutionnaires. Formidable! Et maintenant, c'est l'heure de parler politique dans notre capsule Actualité. Salut et bienvenue une autre fois à Café Actualité. Comme chaque semaine, on va connaître l'opinion d'un citoyen français. Aujourd'hui, on va parler avec Liliane Chaffron, un adhérent de nouveau parti On ne marche pas. Bienvenue et merci pour nous accompagner. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Et on voudrait parler aujourd'hui d'un thème qui est jamais démodé, que c'est l'immigration en France principalement, et surtout à propos des nouvelles élections, où il y a deux principaux perspectives, une un peu plus ouverte et l'autre un peu plus fermée, un peu plus conservatrice, comme c'est celle de votre parti. Donc je voudrais commencer avec une question. Donc, pensez-vous que le principe d'égalité, fraternité et les principes français, ils sont effectifs et ils s'existent vraiment pour tout aujourd'hui, particulièrement envers les immigrants? Bon, oui, bien sûr, il existe. La France est un pays qui respecte et a donné de nouvelles opportunités aux immigrés, et peu importe d'où ils viennent. En fait, selon les Nations Unies, les immigrants représentent 7,7 millions de personnes dans la France, et la majorité vient à cause de raisons familiales et aussi pour des raisons professionnelles. Mais ce qui se passe, c'est que les immigrés ne sont pas très bien préparés, et il y a 43% de personnes dans l'âge actif, et ils sont peu ou pas diplômés. Et ils représentent donc un problème pour trouver un travail, pour l'économie, la société, et ce n'est pas seulement à cause de leur préparation, c'est à cause de la quantité de gens qui viennent, et cette quantité c'est supérieur à ce que le marché du travail peut offrir. Et c'est pas souvent ça, hein. Les Français ont parfois moins de droits que les étrangers, et même que les clandestins. Pour moi, il semble qu'ils sont en train de conquérir la France. C'est incroyable. Mais si on considère que plusieurs immigrants viennent des pays qui étaient autrefois colonies ou protectorats français, comme l'Algérie ou le Maroc, on dirait que nous sommes quittes. Bon, je ne sais pas s'ils quittent. On lui donne beaucoup des opportunités, et on va aussi penser qu'ils sont arabes, ils sont en majorité musulmans, et ça c'est pas toujours les meilleures nouvelles pour les Français. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends bien ce que vous voulez dire, mais bon, au moins savez-vous quel est le pourcentage des musulmans en France? Bon, je n'ai pas le chiffre précis maintenant, mais je pourrais dire que peut-être un quart de la population. Non, en fait, c'est uniquement les 7,5%. On parle des Français, des immigrants, et pour 2020, ce chiffre a augmenté seulement 1%. Ne pensez-vous qu'ils ne sont pas bien informés? Bon, je ne sais pas d'où vous avez sorti les chiffres. Ce ne sont pas les chiffres que je savais davantage, mais bon. Dites-moi donc, pourquoi moins de 30% de Français pensent que les personnes de confession musulmane sont bien intégrées dans la société? Moins de 30%. Qu'est-ce qui se passe avec le 70% qui restent? Ils ne pensent pas qu'ils sont vraiment intégrés ou adaptés aux valeurs de la République, l'égalité, la fraternité, et tout ça. Et bon, il y a aussi un rejet de 1 sur 2 personnes qui rejettent le voile de la tête. Et il y a 57%
qui pensent qu'il y a trop d'immigrants dans le pays. Et ça, ce sont des croyances que n'apparaissent pas juste parce que, non. Il y a beaucoup de chômage, il y a un peu de peur, peut-être musulmans. Et s'il y a des immigrants réguliers qui volent le travail aux Français, on ne peut pas continuer à faire ça. Et aussi, les sans-papiers sont un coût pour l'État qui est très, très, très généreux. L'immigration est un problème, un des meilleurs problèmes socio-économiques pour la France. Et il doit arrêter. Et la France n'a pas besoin de plus de problèmes, pas besoin de cultures différentes qui viennent s'établir ici et qui veulent changer ce qu'on a construit pendant des siècles. Je dirais qu'on doit faire un stop pour tous les immigrés. Bon, comme nous savons, les élections en France ont été gagnées pour des candidats d'Emmanuel Macron qui sévit des centres et qui a des mesures plus libérales, surtout sur ces questions que c'est l'immigration. Donc, comme il sévit un défenseur de la mondialisation. Macron freine les messages nationalistes et établit comme parti les sommes, projets et concernant les demandes d'asile, les candidats vont réduire les délais de traitement pour arriver à une prise de décision sur le statut de 8 semaines. Bon, on va voir ce qu'il peut faire et nous verrons bientôt les échecs du président sur ce sujet et comment la France perd ses origines, ses valeurs et surtout le soutien de la population. Mais bon, nous n'avons pas plus de temps, donc merci beaucoup pour nous accompagner. Et nous vous attendons la semaine prochaine. Ça a été Café Actualité. Désopilant. Passons maintenant à notre capsule gastronomie. Écoutons les saveurs du monde francophone. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la loco parce qu'on a le climat parfait pour cuisiner la loco. Un brillant soleil avec aucune probabilité de pluie. Je dois savoir perdu mon soleil. Mais qu'est-ce que c'est la loco? Ou comme dirait les Nigérians, bobo. Une piste. Ce n'est pas un oiseau extinct. En fait, c'est beaucoup plus simple. C'est un type de dessert ou apéritif à base de plantain, justement frit en huile d'arachide, avec beaucoup d'épices comme poivre, gingembre, sel et le jus d'un citron. Ce plat est un des plus communs en Afrique car beaucoup de gens produisent le plantain comme produit de subsistance et ne vendent plus que le surplus. Conséquemment, ce plat a plus de noms en Afrique. Il s'appelle la loco à la Côte d'Ivoire, makemba au Congo, kelewele à Ghana et dodo au Niger. C'est ça le nom. Mais même si ce plat est très commun en Afrique, c'est très difficile de parler de la Côte d'Ivoire sans mentionner la loco et vice versa. Inspirant. Pour terminer, boivons un bon vin dans notre capsule boisson. Bonjour, je m'appelle Mariana. Oh, bonjour, je m'appelle Diana et bienvenue à Débouchons Motel avec Diana et Mariana. Dans notre capsule d'aujourd'hui, nous parlera du Tu processus. parleras du processus d'ouvrir une bouteille parce que je suis parfaitement comme on va faire. Non. La seule bouteille. On va parlera du processus du vin rouge. Est-ce que tu savais d'où vient les bouteilles que tu es en train de boire? Non, je ne sais pas de tout cela. Mais je vais te dire les top 5 de la France vinicole. Numéro 1. La France a
836 000 hectares. 12 régions vinicole. Et après, la France est toujours classée dans le top 3 des productions mondiales, c'est-à-dire plus de 45 hectolitres. Donc, la France est aussi sur le top 3 de la consommation de vin par habitant, c'est-à-dire 52 hectolitres par an. Et c'est l'un des pays qui a les vins les plus chers du monde. Très intéressant. Alors, parfait. Pour faire ces élixirs, il faut parler de la vinification. C'est-à-dire la transformation du jus de raisin en alcool, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Tu commences dans la récollection du raisin. Les graines entières passent par les foulages et les grappage. C'est-à-dire que les raisins est libéré de jus et ensuite les jus en mou et entreposés en coupe de bois ou en acier inexorable thermorégulé. Et comment obtient-il la couleur rouge? Ah, c'est pour la macération. La macération, c'est le contact de l'épée et les jus, qui est pressurage. Et c'est ici quand la magie commence, parce que c'est la fermentation, quand les lèvres transforment le sucre de le jus et aussi en alcool et en gaz carbonatique. Ça c'est très intéressant, mais n'oubliez pas la fermentation malolactique. Ça c'est un terme très technique. Et ça se passe entre la fermentation et l'élevage du vin, c'est-à-dire l'acide malique contenu dans le vin se transforme en acide lactique. Et par conséquent, le vin devient plus sucré. Oh, ça c'est très bon. Oui, très bon. Comme tu as dit, après les fermentations malolactiques, c'est l'élevage. Et cette période peut être courte pour les vignes premières ou elle atteint de 2 ans et plus pour les vignes de garde. Comme celui-ci. Oui. Et par conséquent, l'élevage aide les vignes à équilibrer ses saveurs et arômes. Et finalement, la mise en bouteille. Et il sert pour éliminer les particules du pain. Et beaucoup de producteurs clarifient les vins avec les filtrations. Ça dépend de chaque producteur. Voilà, notre vin est prêt. Je dirais fini. Bon. Merci beaucoup Mariana pour l'explication. Et merci à toi Diana et à notre spectateur pour voir. Et on se voit la semaine prochaine à Des bouchons en bouteille avec Diana et Mariana. Santé.